Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Aliko Dangote élevé au grade de commandeur de l'ordre de la valeur au Cameroun. L'homme le plus riche d'Afrique a été décoré par le président Paul Biya. Un titre reçu lors d'une audience organisée ce 23 juin. Le fléau des mines terrestres à Tripoli, hérité du conflit, ces explosifs sèment la peur au sein de la population. Civils et militaires en sont victimes. Et puis la réforme de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Les autorités souhaitent revoir le système licence master doctorat. Les détails à suivre dans ce journal. Il reçoit les honneurs du Cameroun. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de la valeur par le président Paul Biya. Le chef de l'État camerounais lui a décerné ce titre lors d'une audience organisée ce 23 juin. Audience au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué d'éventuels nouveaux investissements dans le pays. Un reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Porte-parole de la dynamique du président Paul Biya d'insuffler un climat des affaires prospère au Cameroun, le milliardaire nigérien Aliko Dangote, première fortune d'Afrique, envisage au Cameroun de réduire le prix du ciment en multipliant les investissements dans ce secteur stratégique. Il a également annoncé à la sortie de son audience ce mercredi 23 juin ses prochains investissements dans le gaz et le pétrole au Cameroun. L'un des sujets de notre discussion concerne l'investissement continu de l'entreprise Dangote au Cameroun. Nous sommes basés ici au Cameroun depuis quelques années, comme vous le savez, et nous allons continuer d'investir dans plusieurs autres secteurs, autres que le ciment, tels que le secteur pétrolier et le secteur gazier. Dans l'ensemble, c'était une discussion très intéressante. Porté par un management local conduit par le directeur camerounais Bertrand Bouk, qui a permis au groupe Dangote d'avoir de très bons résultats au Cameroun et en zone CEMAC, le fondateur du groupe Dangote et le président Paul Biya ont échangé sur la très bonne amélioration du climat des affaires et les facilités liées aux mesures incitatives accordées aux investisseurs. Des mesures qui ont permis à la cimenterie Dangote de renforcer son leadership sur le marché camerounais. When we first came into Cameroon, we started our work and then we had very big issues because of some people who tried to... Lorsque nous nous sommes installés au Cameroun, nous étions confrontés à d'énormes difficultés à cause de certaines personnes qui ont essayé de nous bloquer. Mais le président de la République et son cabinet nous ont soutenus et se sont rassurés que nous continuions notre travail. Mais le travail a été mis aux arrêts pour plus d'1 an. Le président nous a vraiment apporté tout son soutien et c'est une occasion pour nous de le remercier pour toutes ses faveurs à notre égard. And this has encouraged us to now think of doing much more to pay back for all the favors that they've done to us. Le groupe Dangote Holding regroupant une dizaine d'entreprises dans l'industrie, l'agro-industrie, le pétrole et le gaz est la plus grosse capitalisation boursière de la Nigeria Stock Exchange. En 2022, le groupe ambitionne d'atteindre les 30 milliards de dollars. Le renforcement de son investissement au Cameroun traduit la réussite du président Paul Biya de faire du Cameroun une véritable terre d'investissement pour les acteurs majeurs du continent. Dans l'actualité également, la grève des magistrats au Tchad, un mouvement initié par 2 syndicats de magistrats, le SMT et le CIMAT, qui font une grève de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision fait suite au décès du procureur Ahmad Mahamat Amba, survenu ce 23 juin sur son lieu de travail dans la ville d'Oumadjer, située dans la région de Bata. Il a été assassiné par un individu à coups de couteau, un meurtre qui a suscité une vague de colère dans les rangs des magistrats qui déplorent un manque de sécurité au sein des tribunaux. La Libye avance pas à pas vers la réconciliation nationale. Depuis l'installation d'un nouvel exécutif de transition, le pays tente de composer avec son passé qui a laissé de profondes séquelles. Les mines terrestres en font notamment partie. Ces explosifs continuent de tuer de nombreux civils et militaires. Alexandre Ndoa. Cet homme vit dans le Wadi al-Rebeya en Libye. Autrefois, cette zone était le site de violents affrontements. Les voitures incendiées, les maisons bombardées et les magasins détruits sont désormais accessibles le long de routes pour la plupart vides et défoncées. Le long de sa rue, on peut lire « Attention aux mines » sur les murs. Il se souvient d'un incident où une mine a tué son voisin Sadek. Pour être honnête, nous sommes 5 frères qui ont été touchés par la guerre. Nous avons tous été déplacés, personne ne nous soutient.
personne ne nous parle. Un de mes voisins est revenu après la fin de la guerre. Il est venu prendre une photo de sa maison, mais une mine a explosé à côté de lui et il a été tué. Que Dieu ait pitié de lui et de tous les musulmans. La mort de Sadek Ferjani est un rappel amer des enjeux mortels en Libye. Des mines terrestres ont été cachées dans les maisons et les rues, dissimulées dans des objets apparemment innocents comme des jouets et des appareils ménagers destinés à attirer les imprudents. Le problème des mines est le plus difficile par rapport aux autres problèmes car nous avons des enfants et il est très difficile de se déplacer dans cette zone car il y a des mines enfouies sous terre. Nous avons collecté celles qui sont au sol et nous les avons traitées, mais nous devons former un comité pour s'attaquer à ceux qui sont sous terre afin que la vie puisse reprendre son cours normal. L'assaut de 14 mois de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar, qui s'est terminé l'été dernier, n'était que le dernier combat d'une décennie de chaos et de violence. Les principales factions ont observé un cessez-le-feu depuis le retrait de l'ANL et l'installation d'un nouveau gouvernement d'union, mais le danger d'une reprise du conflit persiste. Dans le reste de l'actualité, les conséquences économiques de la crise sanitaire pour le continent africain. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, les pertes cumulées du PIB de l'Afrique aussi entre 145 et 190 milliards de dollars. Une annonce faite ce 23 juin lors de l'ouverture des assemblées annuelles de l'institution placée sous le thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après le Covid-19 ». Quelle sera donc la marche de manœuvre de la BAD pour assurer la relance post-Covid du continent? Le patron de l'institution financière mise notamment sur un plan d'action sur la dette ainsi qu'une nouvelle stratégie en termes de gouvernance économique. Quelle perspective économique pour le Tchad? Les voyants semblent être au vert pour une reprise de la croissance pour 2022, et ce malgré l'impact de la crise sanitaire ainsi qu'une situation sécuritaire instable. La Banque mondiale se montre toutefois prudente. Cette reprise est conditionnée par la mise en œuvre de programmes de développement socio-économique. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marie-Colette Babasagana. L'économie tchadienne devrait reprendre ses croissances en 2022 malgré l'impact de la Covid-19 et la situation sécuritaire précaire. Mais selon la Banque mondiale, cette relance est conditionnée par la mise en œuvre des programmes majeurs de développement socio-économique. Ainsi, pour éviter les erreurs du passé, les autorités veulent vulgariser les approches initiées par les projets financés par le Fonds international de développement agricole au Tchad qui continue de donner des résultats satisfaisants. Le calendrier agricole n'est plus maîtrisé, même si les paysans ont l'expérience paysanne. Et cet atelier a permis donc de faire le partage d'expériences réussies ou pas du tout, et de permettre d'éviter de répéter les erreurs. Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles initié par le gouvernement et le FIDA pour lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté en milieu rural a été un véritable outil de développement local. Un des exemples concrets que les autorités veulent dupliquer pour la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique au profit des ménages vulnérables en cette période de la pandémie de Covid-19. Je reste donc convaincu que ces apports très significatifs vont non seulement faciliter la mise en œuvre des différents projets et programmes en cours de mise en œuvre au Tchad dans des conditions optimales, mais également et surtout permettre un achèvement et une clôture sans faille du PARSAT. Pour rappel, le président du Conseil militaire de transition a instruit son cabinet et le gouvernement pour l'exécution effective des programmes de développement socio-économique avec une obligation de résultat pour soulager la situation des populations affaiblies par les multiples crises que traverse le pays. Réformer l'enseignement supérieur, c'est la mission que s'est donnée la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, les autorités prévoient notamment une refonte du système licence, master, doctorat, de façon à ce que les besoins des apprenants soient davantage pris en compte. Ange Bijounomenio. La Côte d'Ivoire veut réformer son système d'enseignement. Pour prendre en compte les besoins des apprenants, le pays a décidé d'engager une refonte de son système d'enseignement supérieur le 16 juin 2021. Le cycle LMD sera donc plus efficient avec de nouveaux programmes et de nouveaux partenariats. Souvent, on dit, écoutez, en Afrique, les universités ne forment pas nécessairement pour le milieu de l'emploi. Après, on développe l'auto-emploi. Vous savez, nous, à l'Université du Québec à Montréal, plusieurs de nos formations
nos étudiants doivent faire des stages à même leur formation de niveau, comme vous dites, bachelor ou licence. Ce qui fait en sorte qu'en sortant du premier cycle, ils ont déjà une expérience pratique qui peut leur permettre de travailler. Alors ça aussi, ce sont des enjeux, des chantiers sur lesquels on pourrait travailler avec nos amis, nos collègues africains. Pour l'État ivoirien, la réforme du système LMD devrait passer par la mise à niveau urgente des infrastructures universitaires et des équipements pédagogiques. Le pilotage renforcé de la tutelle est également prévu avec la collaboration de plusieurs universités. Les collaborations que nous avons, que ce soit avec la Côte d'Ivoire, par le biais de collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, ou l'université de Korogo. Bref, il y a une présence importante. Dans la mondialisation dans laquelle nous sommes, on ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas fonctionner en autarcie. Et l'Université du Québec à Montréal est en lien avec des partenaires et contribue à accompagner et à travailler avec les partenaires. Le système LMD est officiellement entré en vigueur depuis la rentrée académique 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif d'améliorer l'employabilité des diplômés ainsi que la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Un mot de sport à présent avec un bilan des matchs allés des demi-finales de la Coupe de la CAF. La JS Kabylie est parvenue à s'imposer face au Coton Sport en remportant 2-1. De leur côté, le Raja de Casablanca et Pyramids FC ont fait un match nul 0-0. Retour sur ces rencontres avec José Douglas. Retour sur les demi-finales allées et ce bon résultat nul du Raja en Égypte face à Pyramids donne de l'espoir aux Marocains qui ont mis toutes les chances de leur côté pour une qualification en vue de la finale. Le match a été équilibré. Sofiane Raimi s'est montré côté marocain, mais insuffisant pour tromper le gardien égyptien Hamed El Chenaoui. Les Égyptiens ont raté des occasions avec Ibrahim Adel. 0-0 donc. Ce résultat laisse quelques espoirs aux deux équipes avant le match retour de ce dimanche 27 juin. Rencontre très attendue en terre marocaine. Cette capacité à sortir indemne d'un match à l'extérieur. On a vu que Raja Casablanca a rempli ce premier critère dans la mesure où tu n'as pas concédé de but, tu n'as pas perdu et donc tu arrives en confiance à la maison. Et donc moi je pense que l'entraîneur va capitaliser là-dessus, va orienter son discours là-dessus en se disant qu'on a fait peut-être le plus dur. Il nous reste encore du travail, mais pour autant, on est à la maison. Que le Raja, actuellement, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils profitent aussi beaucoup de leur leader offensif, Rahimi, qui justement, lui, est sur sa lancée d'un chan extraordinaire, de plusieurs rassemblements avec l'équipe nationale A, très réussi, en tout cas au niveau des entraînements. L'autre match avec Coton Sport qui se fait piéger par la JS Kabylie, redoutable équipe algérienne qui a mis un pied en finale après sa victoire 2-1 à l'extérieur dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Comme lors de la phase de poule, les Algériens ont réussi l'essentiel en terre camerounaise face à Coton Sport. Les buteurs Lambert Arena pour Coton Sport, puis dans les arrêts de jeu de la première période, Kéoum profite d'un ballon dévié par Ben Sayeb pour l'égalisation algérienne. En seconde mi-temps, la JS Kabylie a fait du forcing pour obliger Pierre-François Matanda, pressé par les adversaires, à commettre l'irréparable en poussant le ballon dans son propre camp. Du côté du Coton Sport, tu as mené et donc tu étais en position d'avantage avant d'aborder le match retour. Mais déjà, tu te fais égaliser très rapidement et ensuite tu encaisses un deuxième but qui peut être rédhibitoire, notamment pour le match retour. En plus, un but contre son camp, donc c'est pas la meilleure des choses avant d'aller au match retour. Et ça confirme aussi la bonne santé du football algérien dans son ensemble. Donc voilà. Après, tout est possible au match retour, même si je pense qu'en Algérie, ça va être compliqué quand même pour Coton Sport. Rendez-vous ce dimanche 27 juin avec les demi-finales retour, en vous rappelant la victoire à l'extérieur, très importante pour la JS Kabylie qui reçoit Coton Sport au stade du 5 juillet d'Alger, avec la ferme intention de se qualifier pour la finale de la compétition. Et Raja de Casablanca face à Pyramids d'Égypte. Finale le 10 juillet 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.